souhaites te lancer, progresser ou améliorer tes compétences en vidéo, aujourd'hui je vais te montrer les 7 étapes que tu dois absolument connaître si jamais tu veux passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire shooter en mode manuel et ainsi connaître ton boîtier sur le bout des doigts. Shooter en manuel lorsqu'on fait de la vidéo, c'est vraiment la base, mais je sais que ça peut paraître intimidant et compliqué lorsqu'on débute. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir chaque réglage, à quoi il sert pour que tu sois pas perdu et aussi pour que tu commences à tirer tous les avantages de ton boîtier. Alors si jamais tu es un petit peu plus avancé dans la vidéo, peut-être qu'il y a des notions que tu connais déjà, mais bon, une petite piqûre de rappel, ça fait du bien de temps en temps. Mais sache que cette vidéo est plus ciblée envers les débutants ou celles et ceux qui souhaitent s'améliorer, progresser et comprendre toutes les bases. Alors il faut savoir que dans la vidéo, il y a plusieurs aspects, il n'y a pas seulement le tournage, il y a la préparation, il y a l'écriture d'un script, d'un scénario, et ça va jusqu'à la post-production avec le montage, la colorimétrie et l'exportation. Si jamais tous ces aspects t'intéressent, moi j'ai fait quelques petites vidéos sur ma chaîne qui parlent de ces sujets, donc je t'invite à aller les voir. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la partie tournage. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, on va voir les 7 étapes à suivre lorsqu'on shoot en mode manuel. La première étape, ça va être de définir la résolution de ta vidéo. La résolution, c'est la quantité de détails qui est présente sur ton image. Donc c'est la première chose que je vais choisir sur les réglages de ma caméra parce que ça va déterminer la taille de ma vidéo. Aujourd'hui, la plupart des boîtiers filment au moins en 1080p, donc ça c'est le Full HD avec un ratio en 16/9 de 1920 sur 1080 pixels. Et la plupart des boîtiers peuvent shooter en 4K comme c'est le cas pour moi ici, donc moi je vais choisir 4K UHD. Certains boîtiers peuvent shooter en 4K DCI. La différence entre le UHD et le DCI, c'est au niveau de la résolution de l'image. En UHD, on va être à 3840 sur 2160 pixels, tandis qu'en DCI, donc on dit Digital Cinema Initiatives, on est sur du 4096 sur 2160 pixels. Moi, la raison pour laquelle je choisis 4K UHD, c'est parce que c'est la plus haute résolution disponible sur mon boîtier et que je sais d'avance que ma vidéo finale sera en 4K UHD. Donc c'est également la résolution qui me permettra d'obtenir le plus de détails sur mon image du fait qu'il y ait 2 fois plus de pixels qu'en Full HD. Alors en Full HD, justement, on aura une moins bonne résolution qu'en 4K, mais ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise chose. Ça, tout dépend du type de production que tu es en train de faire. Aujourd'hui, la 4K, on va dire que c'est quasiment un impératif parce que la plupart des productions professionnelles nécessitent de pouvoir shooter en 4K, mais qui dit grande résolution veut également dire poids de fichier plus élevé et temps de traitement plus élevé également lors du montage. On va pas parler de codec ou de bitrate dans cette vidéo parce que c'est un petit peu trop technique, mais en gros, pour simplifier, plus la résolution de ta vidéo est élevée, plus le fichier va être lourd, et à l'inverse, tu pourras faire des économies de disque dur si jamais tu diminues ta résolution. Alors shooter en 1080p, ça peut être utile dans pas mal de situations, hein. Moi, il m'arrive encore de temps en temps d'avoir des demandes de clients pour des vidéos en 1080p, et puis c'est aussi la résolution maximum acceptée par des plateformes telles que TikTok et Instagram. Je sais pas si tu connais. Perso, moi quand je shoot mes vidéos en format vertical, je suis toujours en Full HD parce que ça sert à rien d'encombrer mes disques durs avec des rushs en 4K pour les diminuer ensuite. Par contre, si jamais ton projet final doit être rendu en Full HD et que tu as quand même envie de shooter en 4K, ça rien ne t'empêche de le faire. Ça te permettra de pouvoir recadrer ton image sur ton logiciel de montage. Allez, on passe à l'étape suivante qui est complémentaire à la résolution, c'est la cadence de l'image. Tu as pu le voir tout à l'heure lorsque j'ai choisi ma résolution, il y avait un chiffre à côté, 25 ou 50. Il s'agit de la cadence d'image, ou bien le nombre d'images que ma caméra va capturer en 1 seconde de vidéo. En France et en Europe, on utilise le système PAL, ça nous permet de pouvoir shooter et de visionner du contenu en 25 images par seconde. Dans d'autres pays du monde, comme aux États-Unis ou au Japon par exemple, il existe le système NTSC qui est cadencé lui à 30 images par seconde. Au cinéma, la cadence d'image utilisée va être de 24 images par seconde, ou plutôt 23,976, qui est la valeur la plus correcte et la plus proche de ce que notre œil est capable de voir. Alors tous les boîtiers aujourd'hui nous permettent de pouvoir switcher entre le mode PAL et le mode NTSC, mais là, contrairement à la résolution, si jamais tu choisis la cadence d'image la plus élevée, ça fera pas forcément augmenter la qualité de ta vidéo. Si ton boîtier est réglé en mode PAL, donc ça je t'invite à regarder dans les menus et de naviguer pour voir comment c'est configuré, là tu auras le choix bien souvent entre 25 et 50 images par seconde en 4K. Si tu shootes en Full HD, tu pourras peut-être avoir le choix avec du 100 images par seconde, voire plus selon les modèles de caméra. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait d'augmenter le nombre d'images par seconde pourra te permettre de faire des ralentis, filmés en slow motion. Si tu filmes en 50 images par seconde, tu pourras ralentir ton plan à 50% pour obtenir une vidéo de 25 images par seconde, et tu pourras la ralentir à 25% si jamais tu filmes à 100 images par seconde. Ça revient à dire de faire un ralenti x2 ou x4. Pour ce qui est de mes réglages, à 90% du temps, je choisis de filmer en 25 images par seconde. Selon les prods, moi je peux être amené à shooter en 50 dans les rares cas où je vais devoir ralentir mon plan.
Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le nombre d'images est élevé, plus tu seras en capacité de ralentir ton plan. Donc comme en vidéo, tout est lié, la cadence d'image que tu vas choisir va déterminer la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation, c'est ce chiffre 1 sur la valeur que tu auras définie. Et il y a cette règle en vidéo que tu dois absolument connaître, c'est que ta vitesse d'obturation doit être au double de ta cadence d'image. Je vais pas rentrer dans les détails de ce pourquoi cette règle existe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va avoir un impact direct sur le look de ta vidéo parce que ça va déterminer le flou de mouvement présent sur ton image. Connaître cette règle ne veut pas forcément dire qu'il faut la suivre en permanence, mais il faut au moins la comprendre pour savoir quand l'utiliser et ne pas l'utiliser. Pour te donner un exemple un peu plus concret, moi j'ai tourné ces deux plans avec la même caméra, la même cadence d'image, seulement la vitesse d'obturation n'est pas la même. À gauche, j'utilise une vitesse d'obturation de 1/500 de seconde. On peut voir que si jamais je fais un arrêt sur image, il n'y a aucun flou, tandis qu'à droite, on constate que ma main est floue. La raison à ça, c'est que j'ai appliqué la règle des 180 degrés du shutter, cette fameuse règle en vidéo qui consiste à être au double de ma cadence d'image. Et comme je filme à 25 images par seconde, le calcul est très simple, 25 x 2 égale 50, c'est pour ça que j'ai une vitesse de 1/50 de seconde. Et ce qui est bien, c'est que cette règle, tu peux l'appliquer peu importe la cadence d'image que tu vas choisir. Par exemple, à 50 images par seconde, je vais mettre mon obturateur à 1/100 de seconde, et à 100 images par seconde, je vais me mettre à 1/200. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, comprendre cette règle, ça veut pas forcément dire qu'il faut la suivre tout le temps. Si jamais tu filmes un sujet qui ne bouge absolument pas, qui a aucun mouvement sur ta scène, dans ce cas, tu peux ajuster ta vitesse d'obturation de manière à ce que ta scène soit parfaitement exposée. Et franchement, moi je te conseille quand même de rester à 1/50 de seconde, peu importe les situations. En tout cas, moi c'est ce que je fais à 99,9% du temps, et c'est, je pense, la manière la plus simple de filmer parce que tu sais que tu as le bon paramètre et qu'il ne doit pas bouger. Dans ta tête, c'est comme s'il était verrouillé. Ok, donc on a réglé la résolution, on a réglé la cadence d'image et la vitesse d'obturation. La prochaine étape va être de régler l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est un petit peu comme en photo, la valeur elle va être déterminée par l'objectif que tu utilises. Donc ça va avoir comme effet de contrôler la profondeur de champ ainsi que la quantité de lumière qui va pénétrer sur ton capteur. Donc il faut bien comprendre que plus le nombre de l'ouverture est petit, plus ta zone de netteté sera réduite et plus tu auras de flou. Donc ça c'est un petit peu plus parlant avec des exemples forcément parce que dire comme ça c'est pas très concret. Donc là je te montre un plan filmé à f1.8 et un autre plan filmé à f11. Et si je mets les plans l'un à côté de l'autre, tu peux voir clairement la différence. L'arrière-plan est beaucoup plus flou à f1.8. Donc selon la scène que tu es en train de shooter et le look aussi que tu veux donner à ta vidéo, il va falloir adapter la valeur de l'ouverture parce que ça va avoir comme effet d'agir sur la profondeur de champ. Pour un visage ou du portrait, il vaut mieux rester sur une grande ouverture, donc un petit nombre, et à l'inverse, si jamais tu shootes du paysage, il vaut mieux garder une plus grande plage de netteté, donc réduire l'ouverture, augmenter le nombre. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué à assimiler au départ, mais il faut bien comprendre que plus le nombre de l'ouverture est petit, plus le diaphragme de l'objectif est ouvert et donc plus petite sera ta zone de netteté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus ton objectif est ouvert, plus la lumière pénètre sur ton capteur. Donc ça c'est un petit peu la partie compliquée lorsqu'on veut exposer une scène, surtout si on se trouve en extérieur et qu'il y a un grand soleil. Le fait d'avoir une ouverture par exemple à f2.8 ou f4 va avoir comme effet de surexposer ton image. Donc pour ça il existe plusieurs solutions, pas de panique. Donc la première ça va être tout simplement de modifier la valeur de l'ouverture jusqu'à ce que ton plan soit parfaitement exposé. Mais bon, si tu fais ça, tu n'auras plus cet effet de flou parce que ta zone de netteté aura augmenté et puis artistiquement c'est pas forcément la meilleure chose, c'est peut-être pas ce que tu recherches. La deuxième solution pour contrecarrer ça va être de modifier ta valeur ISO. Donc ça on va en parler dans quelques secondes. Il se peut que les ISO soient mal réglés, dans ce cas il va falloir diminuer la sensibilité ISO pour exposer correctement ta scène. Si jamais c'est pas possible, il va falloir utiliser un accessoire qui pour moi est indispensable. Ça ne devrait même pas être un accessoire tellement c'est indispensable, ça devrait être présent nativement dans chaque boîtier. Ce sont des filtres ND. Donc des filtres ND ça ressemble à ça, ça va te permettre de limiter ou de bloquer la quantité de lumière qui va pénétrer sur ton capteur. Il y a plusieurs intensités qui existent dépendant des situations et le plus souvent on retrouve des filtres ND variables où on peut ajuster l'intensité du filtre en tournant tout simplement le filtre. Et pour revenir au réglage au niveau de l'ouverture, personnellement moi j'essaie de me mettre le plus souvent à f2.8 si l'objectif le permet. Ok, les ISO, on l'a évoqué vite fait tout à l'heure, et avec la vitesse d'obturation et l'ouverture qui fait partie intégrante du triangle d'exposition, son rôle à lui c'est de déterminer la sensibilité à la lumière de ton capteur. Donc en gros, plus la valeur ISO est faible, moins ton capteur sera sensible à la lumière. Et à l'inverse, plus on augmente la valeur ISO, plus ton appareil sera sensible. Donc le fait d'augmenter la sensibilité ISO, ça va être utilisé le plus souvent le soir, la nuit ou dans des endroits où il y a vraiment peu de luminosité. Donc la valeur ISO, pour moi, c'est vraiment la dernière chose qu'on va devoir régler en vidéo afin d'exposer correctement une scène. Pourquoi en dernier? Parce que la vitesse d'obturation ne doit pas bouger parce qu'elle est toujours réglée au double de ta cadence d'image. L'ouverture, elle est réglée selon la zone de netteté que tu vas avoir. Donc il reste ce troisième paramètre sur lequel tu peux un petit peu jauger pour exposer correctement ta scène. Donc là, une fois que tous tes paramètres précédents ont été réglés, on va devoir ajuster les ISO, donc soit les augmenter si jamais
notre scène est trop sombre, soit les diminuer si jamais elle est trop éclairée. Et comme pour l'ouverture, si jamais tu peux pas diminuer les ISO, il va falloir utiliser un filtre ND. C'est pour ça que je dis que c'est indispensable. Donc il faut bien prendre en compte aussi que plus tu vas augmenter les ISO, plus ton capteur sera sensible, donc plus ton image comportera de bruit. Et ça, en vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment pas beau et puis c'est compliqué à traiter en post-traitement. Donc sur la plupart des caméras aujourd'hui, il existe quelque chose qui s'appelle l'ISO natif ou double ISO natif sur les caméras les plus haut de gamme. En fait, pour faire simple, c'est la valeur ISO sur laquelle ta caméra aura la meilleure qualité, la meilleure plage dynamique et aussi le moins de bruit. Donc ce phénomène d'ISO natif, il prend tout son sens lorsqu'on va shooter en profil log. Donc le profil log, c'est un profil qui ressemble à ça et grâce auquel on va pouvoir avoir plus de possibilités au moment de l'étalonnage. Je ne fais que l'aborder, on va pas en parler plus longtemps dans cette vidéo parce que c'est vraiment pas le but. Mais ce qu'il faut retenir à propos de l'ISO, c'est qu'il est préférable de le garder le plus bas possible. Donc là, je vais pas pouvoir te donner mes réglages parce que ça va dépendre forcément des conditions de luminosité que je vais avoir autour de moi. Par contre, je peux te donner un petit conseil, quand tu as une scène avec beaucoup de contraste, donc des écarts très importants entre les hautes lumières et les ombres, eh bien il est préférable d'exposer correctement en fonction des hautes lumières. En tout cas, c'est une préférence personnelle, je préfère avoir du détail dans les hautes lumières plutôt que dans les ombres. Ok, on a vu comment exposer correctement une scène en mode manuel. Il reste quand même 2-3 petits réglages à faire avant de commencer à shooter, à commencer par la white balance, donc la balance des blancs. Donc ça, c'est le paramètre qu'on va utiliser pour régler la température de couleur de la lumière. Alors selon l'endroit où on se trouve, que ce soit en intérieur ou en extérieur, chaque environnement lumineux possède une température de couleur. Alors si jamais ce terme de température de couleur ne t'est pas familier, il va falloir l'apprendre. C'est vrai, moi je me mets dans la position de quelqu'un qui entend ça pour la première fois, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Température de couleur, une couleur c'est pas chaud ni froid, bah si en fait. Donc le but de la balance des blancs justement c'est ça, c'est de régler la température de couleur et d'avoir des blancs qui paraissent blancs. Ça peut être bête dit comme ça, mais une balance des blancs mal gérée, ça va avoir comme effet soit de réchauffer ou de refroidir l'image. Donc le but de ça, c'est de trouver la bonne valeur pour que ton image soit parfaitement calibrée. Donc sur tous les boîtiers, on retrouve des réglages pour la balance des blancs avec différents modes. Je connais quand même pas mal de personnes qui shootent en automatique parce que ça fait quand même un relativement bon travail. Sinon, on a différentes valeurs dépendant des situations dans lesquelles on se trouve. Donc moi, la manière dont je règle ma balance des blancs, c'est en mode manuel. Alors c'est bien si tu le fais et que tu prends direct le réflexe de faire tes réglages à chaque fois, mais si tu débutes, c'est un paramètre qui va s'ajouter en plus des 5 précédents. Donc le mode de balance des blancs automatique conviendra largement. Pour comprendre un peu plus, il faut savoir que la température de couleur est mesurée en Kelvin. Donc la valeur la plus commune, celle qui est plus proche de la température du soleil en plein jour, c'est entre 5000 et 5600 Kelvin. Moi, c'est ce que j'utilise la plupart du temps, je me mets à 5600 Kelvin. Il se peut que j'arrive sur un shooting où il y a un environnement en intérieur avec des ampoules très jaunes, et bien dans ce cas-là, je vais diminuer la valeur et passer autour de 3200, 3500 Kelvin. À l'inverse, je vais devoir compenser et modifier ma valeur en fonction. Le plus souvent, je suis à 5600 Kelvin parce que j'utilise des lumières qui sont réglées sur la même température. Allez, on a quasiment fini, septième et dernier réglage, dernière étape avant d'aller shooter, c'est de choisir le profil d'image. Selon les modèles de boîtier, les profils d'image sont un petit peu différents en termes de rendu, mais ils ont un petit peu tous la même fonction, ça va être de déterminer la vibrance, le contraste et la netteté de ton image. On a parlé tout à l'heure du log, on l'a vite fait évoquer, et moi personnellement, c'est le profil d'image que j'utilise. C'est un petit peu plus compliqué que les profils standards parce que ça nécessite pas mal de compétences en colorimétrie pour rapporter le contraste manquant sur l'image. Et l'intérêt du log, c'est que la plage dynamique de ton image est beaucoup plus élevée qu'un profil d'image standard. Et par contre, ça demande du temps avant de savoir bien le maîtriser, bien l'exposer également. C'est pourquoi je te recommande pas forcément d'utiliser ce profil, surtout si tu débutes. Alors chez Sony, il existe le profil S-Cinetone sur pas mal d'appareils qui te donne un super look en sortie de boîtier, sans passer des heures à l'étalonnage. Chaque boîtier possède son lot de profils que tu peux customiser selon tes besoins et surtout selon tes préférences. Donc moi j'utilise le log depuis des années maintenant sur toutes mes prods quasiment, juste parce que c'est ce que je préfère et puis à force je suis vraiment habitué à ça. Et ça peut m'arriver de temps en temps d'utiliser le profil standard pour filmer sur des plus petits projets. Donc moi ce que je fais c'est que je règle la vibrance, le contraste et la netteté d'image quasiment à 0 pour avoir une image assez neutre et la retravailler en colorimétrie. Donc voilà, t'as réussi à faire tous tes réglages normalement, il n'y a plus aucun secret. Il faut savoir que faire de belles vidéos ça demande du temps, beaucoup d'entraînement surtout, de la patience également, mais ce qui rend une vidéo unique lors du montage, c'est lorsqu'on vient ajouter une musique qui correspond parfaitement à l'ambiance de ta vidéo. Et ça tombe bien, moi j'ai une plateforme à te conseiller, c'est celle que j'utilise depuis 4 ans maintenant, c'est Artlist. Alors t'as sûrement déjà dû en entendre parler, mais si jamais c'est pas le cas, c'est une plateforme dans laquelle sont regroupés plusieurs dizaines de milliers de morceaux en tout genre. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, c'est classé par genre, par ambiance, par instrument et même par style de vidéo. Et le truc qui est génial, c'est que c'est libre de droit. Donc tu t'abonnes, tu utilises les musiques pour tes projets et t'as les droits. Tu peux également trouver des effets sonores
sonore, donc ça c'est vraiment indispensable pour la narration, pour ajouter des petites subtilités et plonger encore plus ton spectateur dans ta vidéo. Moi personnellement, Artlist j'utilise comme je l'ai dit depuis 4 ans, et depuis 4 ans il n'existe pas une seule semaine sans que je sois sur le site en train de chercher des musiques. Si jamais tu passes par le lien dans la description, tu peux bénéficier de 2 mois offerts sur ton abonnement, donc si jamais ça t'intéresse et que tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure dans tes productions, n'hésite pas une seconde, je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'à partir de maintenant, tu vas te mettre à shooter de plus en plus en mode manuel. N'oublie pas le petit lien Artlist dans la description, juste pour checker, voir ce qu'il propose. Et moi je te dis à tout de suite dans une autre vidéo qui s'affiche quelque part ici à l'écran. Ciao.